Bonjour à toutes et tous, nous allons pouvoir bientôt démarrer notre webinaire. On attend quelques petites secondes, le temps que vous connectiez tous, et on va pouvoir commencer. Vous êtes nombreux, c'est super. Alors, on va commencer. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par le GNCRA dans le cadre de la formation des proches aidants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Janois qui vient présenter ce webinaire relatif à la protection de l'enfance et à l'autisme. Ce webinaire durera 1 heure et demie, 1 heure de présentation par Maître Chanois, suivie d'une demi-heure de questions. Voilà, vous pourrez poser vos questions via l'onglet QR qui est situé en bas de votre écran et non via le chat. Merci de bien utiliser cet onglet-ci. Nous tenterons de répondre à vos questions en fin de webinaire. Nous ne pourrons malheureusement pas répondre à des questions d'ordre personnel, mais n'hésitez pas à nous contacter suite au webinaire sur l'adresse mail qui figure sur le mail envoyé par GCSMS GNCRA et que je vous replacerai dans le chat également, n.bonnet@gncra.fr. Ce webinaire sera disponible en replay sur la plateforme campus du GNCRA et sur la page YouTube de la Maison de l'Autisme. Aujourd'hui, je suis donc accompagnée, comme je vous le disais, de Maître Janois, qui est donc une avocate très engagée dans la défense des droits des personnes autistes et de leurs familles. Je vous remercie beaucoup, Maître, pour votre présence aujourd'hui. Nous allons donc aborder différentes thématiques, notamment l'information préoccupante, le rôle de la cellule de recueil des informations préoccupantes, la CRIP, et les compétences et rôles du juge des enfants. Je vous souhaite un excellent webinaire et je vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Maître, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. C'est mon premier webinaire, donc pour moi c'est assez étonnant de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent sans que je les vois. Je vous remercie à tous de vous être connectés. Donc comme vous le savez, je suis spécialisée, même si le terme est impropre d'un point de vue juridique, dans la défense des personnes TSA et de leurs familles. Et dans ce cadre, même si je ne m'y attendais pas, je veux dire en début de carrière, j'ai très rapidement compris que les familles étaient victimes, parce que je pense qu'on peut parler comme ça, d'informations préoccupantes à divers niveaux, qu'elles devaient se débrouiller ensuite avec des évaluations complexes, lors de lesquelles il était compliqué pour elles de faire valoir et leurs droits et leur point de vue, et surtout la problématique autistique de leur enfant, qui est souvent mal comprise par les services de l'aide sociale à l'enfance, dans la mesure où, première chose, ils ne sont pas formés, si bien qu'ils ont tendance à commettre des amalgames et à considérer que les problématiques rencontrées par les enfants sont liées à un problème éducatif plutôt qu'à un problème neurodéveloppemental. Donc évidemment, je me suis toujours portée en faux et il s'agit d'un lourd et long combat contre cette façon d'appréhender et d'évaluer les choses. Alors on va commencer évidemment par l'information préoccupante. Qu'est-ce que c'est une information préoccupante? C'est rien qu'un morceau de papier. Alors vous avez aussi un CERFA, hein, sur lequel n'importe qui peut écrire qu'il existerait un risque de danger ou un danger pour votre enfant. Je vais vous lire l'article de loi et vous allez voir pourquoi c'est compliqué, l'information préoccupante, de s'en sortir facilement et pourquoi toute personne peut faire une IP. Alors, c'est l'article R 226-2 du Code de l'action sociale et des familles. Il y est écrit que l'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être, ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. Alors, en quoi c'est important de connaître la définition de l'information préoccupante? C'est que l'on voit que on est très 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 loin d'une maltraitance avérée. Ça veut dire que toute personne qui a connaissance, ça peut être votre voisin, ça peut bien évidemment être l'enseignant, on y reviendra, un personnel du CESA, d'un IME, etc.,
qui va considérer que l'enfant est potentiellement en risque de danger. On est très, très, très loin d'une maltraitance avérée, tout simplement parce qu'on a le droit de se tromper, c'est-à-dire qu'on a le droit d'imaginer que l'enfant pourrait éventuellement être en danger. Le danger en lui-même est une notion très extensible. On est loin encore de la maltraitance. On pourrait imaginer qu'on est en danger d'être un jour maltraité. Et en plus, on nous parle de risque de danger. Donc, on est vraiment très, très loin d'une situation qui serait évidemment une forme de maltraitance physique, psychologique et autres. Donc, toute personne qui considère avoir un doute sur la façon dont l'enfant est accueilli et traité dans sa famille est en droit aujourd'hui de faire une information préoccupante. Et on ne peut pas revenir sur cette information préoccupante ni attaquer celui qui a fait l'information préoccupante, puisqu'il s'agit d'un document secret, intransmissible. La CADA et la CNIL ont été très clairs là-dessus. On ne peut pas se voir transmis une information préoccupante. C'est-à-dire que dans notre pays, on protège le délateur, même s'il écrit n'importe quoi. Alors que dans n'importe quel autre type de droit et de n'importe quelle autre dénonciation, on peut attaquer celui qui nous dénonce, notamment via des procédures pénales, en dénonciation calomnieuse, par exemple. Donc, n'importe qui fait une IP, mais en réalité, au cours d'exercice de ma profession, j'ai remarqué des blocs quand même de pourvoyeurs d'informations préoccupantes. On a énormément d'informations préoccupantes qui émanent de l'éducation nationale. Et là, je vais y revenir quand même un petit peu. Souvent, l'information préoccupante est rédigée lorsque le parent devient une sorte d'empêcheur de tourner en rond. C'est-à-dire qu'on va lui reprocher soit d'être dans le déni du handicap de son enfant et pousser à une inclusion qui deviendrait maltraitante. Exemple, votre enfant, il est scolarisé seulement une demi-journée ou 2 heures par jour, et vous considérez que votre enfant, avec généralement les professionnels et les thérapeutes, que l'autisme en soi n'empêche pas l'enfant de pouvoir être scolarisé davantage, et qu'au contraire, le fait que l'enfant ne soit pas suffisamment scolarisé, ça va provoquer chez lui un retard dans les apprentissages tel que ça va être difficilement rattrapable, et on a le sentiment en tant que parent eh bien, qu'on ne donne pas la même chance à son enfant qu'à n'importe quel autre. Et on a surtout le sentiment en tant que parent que c'est plutôt l'école qui n'a pas envie de s'occuper de l'enfant plus qu'une demi-journée par semaine. Et quand c'est cela, bah, évidemment, le parent, il va devenir insistant. Alors, insister, souvent pour l'éducation nationale, ça s'appelle harceler. Donc, pardonnez-moi, je ne mâche jamais mes mots. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais quand on appelle un avocat, c'est que les choses ne vont pas bien. Et en tant qu'avocat, je ne vois donc que la mauvaise partie, à savoir les rejets et la problématique ensuite face à l'ASE. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui font des informations préoccupantes sous l'égide de la direction de l'établissement scolaire. On peut y lire. Pourquoi je sais ce qu'on y lit, c'est tout simplement que dans les rapports de l'aide sociale à l'enfance, on reprend généralement l'information préoccupante. On va généralement faire valoir que le parent refuse, par exemple, d'inscrire son enfant en IME et considère que son enfant doit aller à l'école, alors que l'école en soi serait maltraitante pour l'enfant. C'est des choses qu'on peut lire. On peut lire aussi le fait que le parent refuse, par exemple, un CESAD parce qu'il aurait mis en place une prise en charge en libéral. Et en fait, les professionnels en libéral sont plutôt du côté des parents à forcer une scolarisation plus complète, si bien que l'école souhaiterait plutôt travailler en lien avec un CESAD. Ça peut être aussi un CESAD et ça peut être, et généralement, et là on en voit beaucoup, beaucoup, des établissements sanitaires de type CMP, CAMPS, CMPEA, où finalement, vous, en tant que parent, vous avez fréquenté, par exemple, un CMP pendant une certaine période plutôt longue, où vous vous apercevez qu'en fait, votre enfant, on lui a jamais posé un diagnostic fiable, on continue de vous accorder une prise en charge, mais qui ne sont pas conformes aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, et vous commencez à envisager de quitter un CMP, ça aussi est des hôpitaux de jour, même chose, à quitter l'hôpital de jour, le CMP, le CMPEA, le CAMPS. Et à ce moment-là, vous allez vous mettre évidemment à dos une équipe, voire un pédopsychiatre tout seul.
et la réponse qui peut être faite au fait que vous quittiez le CMP ou un établissement sanitaire, on va considérer que vous allez priver votre enfant de soins et donc on va rédiger une information préoccupante à votre rencontre en faisant valoir l'inquiétude qui existe à l'égard de la situation de votre enfant, soit parce que vous, en tant que parent, vous vous êtes présenté comme récalcitrant à la prise en charge, comme étant fermé au point où on ne peut pas instaurer un dialogue avec l'institution, tout ça parce que vous avez critiqué l'institution, et puis surtout la peur que votre enfant soit du coup victime d'un défaut de soins. Donc la première chose à faire pour éviter l'information préoccupante à l'égard de ces institutions, c'est un, de d'écrire pourquoi on cesse la prise en charge. Inutile d'en rajouter sur votre mécontentement, mais référez-vous-en plutôt à votre droit fondamental au choix du praticien, c'est-à-dire que n'importe quelle personne a le droit de choisir le médecin et les personnes, même paramédicales, qui vont prendre en charge votre enfant en tant que représentant légal de ce dernier. Vous êtes tout à fait en droit de critiquer et de mettre et de choisir le médecin et la personne qui va prendre en charge votre enfant. Donc, vous écrivez un premier courrier, écrivez plutôt le courrier à la direction d'établissement, qui est généralement un administratif qui comprendra le volet juridique de votre courrier. Et puis surtout, mettez en avant le fait que vous avez trouvé une prise en charge en libéral qui sera l'équivalent, voire supérieur à la prise en charge qui était proposée par l'établissement. Ça vous évitera, évidemment, si vous apportez les arguments, je pense, d'avoir une information préoccupante. Malheureusement, avec toutes les préconisations qui peuvent être les vôtres, à savoir ménager les égos et les susceptibilités de chacun pour éviter les informations préoccupantes, il arrive quand même souvent qu'on n'y échappe pas, même à s'expliquer, etc. Bon, il existe aussi des parents qui la méritent, bien sûr, l'information préoccupante, parce qu'ils mettent rien en place, etc. Mais très honnêtement, depuis 17 ans, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des parents qui avaient du mal à trouver des professionnels, bien sûr, des parents qui avaient du mal à trouver une place dans un établissement lorsqu'ils le souhaitaient, mais j'ai jamais vu de parents qui restaient les bras totalement croisés au vu des troubles de leur enfant. Alors, une fois que l'information préoccupante, donc c'est un papier, il existe aussi un CERFA où on écrit, où celui qui va informer le conseil départemental, il va écrire ce pourquoi il estime que l'enfant est en danger. Alors, parfois, c'est 3 fois rien et parfois, ce qui est expliqué est extrêmement grave. Et dans les informations préoccupantes, pour les volets graves, on peut lire que l'enfant a dit, par exemple, qu'il voulait se suicider alors que juste il était en crise autistique parce qu'il a tapé son enseignant et que le parent est allé dire que, bah oui, forcément, parce que la ESH, elle était absente, qu'on a voulu contenir l'enfant et le saisir par le bras, ce qu'il faut jamais faire. Et en fait, le parent, lui, ce qu'il voit, c'est que ce qui a généré la crise chez l'enfant, c'est un tas de mauvaises pratiques, un non-respect de protocole, etc. Alors que l'école, elle, voit, elle, une mise en danger et de l'enfant et de son personnel. Et donc, ils peuvent écrire des mots comme cela. Donc, évidemment, ça va immédiatement mettre en route la machine d'évaluation de le service de la protection de l'enfance. Alors, ce document de l'IP, il va à la CRIP. La CRIP, bon, c'est juste un organisme qui fait partie du conseil départemental, qui recueille donc ces informations. Et à l'issue de ce recueil, donc la CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Et à l'issue, une fois qu'on reçoit cette IP, évidemment, on va devoir, et ça c'est une obligation de la part de l'ASE, de mettre en place une évaluation. Donc, cette évaluation, elle est censée durer en principe 3 mois. Dans les faits et en pratique, ça peut être beaucoup plus court, tout simplement parce que rapidement, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de problématique. Mais d'expérience, chaque fois qu'on est sur une famille neuroatypique, il y a une problématique pour l'ASE de toute façon. Donc, ça va non seulement durer 3 mois, mais ça va parfois durer beaucoup plus. Il y a beaucoup de familles qui me disent, mais moi, ça fait 4 à 6 mois, je n'en peux plus de leurs visites, de leurs questions, etc. Est-ce qu'il y a moyen de dire, bon, ça fait 3 mois, ça s'arrête? Honnêtement, non, parce que la loi n'a pas prévu de volet coercitif à l'égard de ces 3 mois et finalement, c'est une notion relativement extensible et on peut proroger, l'ASE peut proroger l'évaluation autant qu'elle le souhaite en fait. Et le plus gros conseil qu'on puisse vous donner est le meilleur,
c'est de surtout ne pas vous en plaindre et de faire le dos rond. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'évaluation, au départ, l'information préoccupante, il n'y a pas forcément une obligation de vous informer qu'il y ait une information préoccupante. Donc, il est possible que vous receviez simplement un courrier dans votre boîte aux lettres dans laquelle vous allez être convoqué par l'aide sociale à l'enfance dans leurs locaux, tel jour, telle heure, etc. Alors, évidemment, si vous n'êtes pas disponible, etc., vous pouvez parfaitement les appeler et convenir avec eux d'un autre rendez-vous. Le premier rendez-vous se fait généralement dans leurs locaux et on invite plutôt les parents. Alors là, vous allez vous trouver face à généralement une assistante sociale. Ils sont censés être en binôme, en équipe pluridisciplinaire. Donc, une assistante sociale, un éducateur ou un chef de service. Toujours est-il que vous allez être reçu par au moins 2 personnes. Et sur la base de l'information préoccupante et des problématiques qui sont relevées, on va vous poser un certain nombre de questions. Alors, ce premier entretien, il est vraiment fondamental. Vous allez tout de suite comprendre si vous avez affaire à des gens qui sont à l'écoute, qui comprennent la problématique du trouble du neurodéveloppement qui est celle de votre famille, ou des personnes qui ne comprennent rien du tout, qui ne sont pas dans l'écoute, qui sont déjà convaincues d'une forme de maltraitance de votre part auprès de votre enfant et qui va chercher à investiguer plutôt à charge. Alors, le meilleur moyen dans tous les cas, c'est de vous montrer, vous, extrêmement calme. On reproche très souvent aux familles d'être sur la défensive. C'est difficile de faire autrement. C'est particulièrement difficile quand on est une maman soi-même TSA et qu'on a du mal justement avec les interactions sociales et qu'on a du mal avec la communication. On risque d'être vite perdu et surtout de se noyer dans des détails d'explication qui ne sont pas nécessaires. En fait, mon conseil, c'est de répondre aux questions vraiment avec toute la sincérité qu'est la vôtre, ne pas masquer vos difficultés, mais toujours d'expliquer en quoi vous avez pris ces difficultés-là en main. C'est-à-dire, certes, mon enfant, oui, il fait des crises à la maison, mais j'ai une supervision, je me suis formée, on sait gérer ces crises, on fait du détournement d'attention, le calme, on fait en sorte qu'il ait un environnement extrêmement apaisé, on évite les crises, etc. Et on sait gérer. Et ça ne pose pas un problème majeur dans notre vie de famille. Dans le cadre de l'évaluation, ils vont vous poser des tas de questions aussi sur votre entourage. Ils vont chercher à savoir si vous êtes une famille complètement fermée sur elle-même, parce qu'ils en feront forcément une analyse selon laquelle vous êtes trop fusionnel avec votre enfant, vous l'enfermez dans une relation duel qui ne serait pas propice au développement de l'enfant et à sa prise d'autonomie. Je pense à quoi? Je pense aux enfants qui vont être particulièrement visés s'ils sont en instruction en famille. Là, tout de suite, ça va faire peur au personnel de l'ASE, considération prise du fait que l'enfant non seulement a un TSA, mais que le parent ne va pas lui offrir une ouverture vers l'extérieur. Alors, généralement, l'IEF, il est tout à fait justifié, souvent par des phobies scolaires, etc. Mais ce premier rendez-vous, n'y allez pas avec tous vos documents, avec tous les bilans. N'y allez pas en disant, bah, moi j'ai consulté un avocat. N'y allez pas en tant que personne procédurière. Ce premier entretien, vous devez être quand même relativement libre de parole. Donc, il ne s'agit pas de masquer l'autisme de votre enfant, bien en avant, bien au contraire, il va falloir le mettre en avant, mais pas trop. Je vous explique pourquoi. Parce que les personnes qui vont vous interroger vont considérer que certes, l'enfant, il a un autisme, mais qu'il y a une part en lui qui relève de l'éducatif. Alors, ne me demandez pas d'où ça sort. Ça sort de l'esprit, je pense, de personnes qui travaillent. Et il ne faut pas oublier que les personnels de l'ASE, ils ont toujours une formation très psychanalytique. Donc, une formation psychanalytique, ça induit quoi? Ça induit qu'on va aller analyser votre lien, voir s'il est de qualité ou pas avec votre enfant. Mais le lien avec un enfant qui présente un TSA n'est évidemment pas le même que le lien que vous allez entretenir avec un enfant ordinaire. Que ce soit au niveau des câlins, que ce soit au niveau de l'expression de l'affection. J'ai lu comme ça récemment dans une évaluation que la maman était froide et qu'il n'y avait pas de relation affective entre elle et son fils, sauf qu'elle est TSA, que son fils est TSA, et que bien évidemment, tous les deux qui n'aiment pas trop être touchés
et qui ne sont pas très expressifs d'un point de vue de leurs émotions, vu de l'extérieur, ça signifierait, hein, là je parle d'une analyse qu'a pu faire l'ASE, une analyse épouvantable bien sûr, que la mère n'aimait pas suffisamment son enfant. Donc on joue toujours sur un fil. Il ne s'agit pas non plus de vous présenter comme un professionnel de l'autisme. Cela est très mal vu, tout simplement parce que on va considérer que vous n'êtes pas dans votre rôle de parent, que vous êtes dans un rôle de professionnel, et le pire, c'est qu'ils peuvent le prendre mal et considérer que vous êtes là comme donneur de leçons et que vous allez leur apprendre leur métier. Je comprends qu'on ait très, très envie de le faire quand on est face à quelqu'un qui ne connaît pas le TSA, qui ne connaît pas les modalités de prise en charge nécessaires, ni les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est très difficile en tant que parent, quand on est baigné là-dedans, d'être face à des gens totalement ignorants de ce que vous pouvez vivre au quotidien, des difficultés qui ont été les vôtres pour trouver des professionnels compétents, des difficultés qui sont les vôtres dans la communication que vous avez avec l'école ou avec un établissement médico-social. Tout ça, c'est difficile de le faire comprendre, surtout parce que le personnel de l'ASE, ils sont très, très pro-institution. C'est-à-dire que pour eux, la meilleure prise en charge possible, c'est le CMP ou l'hôpital de jour. Ils vont certainement entrer en lien avec l'éducation nationale, etc., pour savoir si l'enfant, son temps de scolarité, sa prise en charge et la relation que vous avez avec l'école est de qualité. Et évidemment, l'école, si son souhait, c'est de réduire la prise en charge, étonnamment, l'ASE va forcément prendre le parti de l'institution. Donc, vous marchez sur des œufs. Il faut se présenter comme étant sincère, dire les choses, mais pas trop en mettre sur l'autisme. Ça doit être le premier sujet. Il faut expliquer que votre enfant est autiste, que effectivement vous avez un fonctionnement familial qui est différent de celui d'une famille neurotypique, mais que pour autant vous avez une vie de qualité, que votre enfant est heureux et que vous êtes plutôt tourné vers l'extérieur, que vous êtes suffisamment bien entouré d'un point de vue thérapeutique. Et cela est très important. Ensuite, comme on ne va pas vous laisser forcément la place pour dire que les choses vont bien, parce qu'étonnamment, on va vous faire parler des problèmes, évidemment, il faut toujours trouver le moyen de parler des problèmes, de faire des oui mais, et ensuite d'expliquer aussi ce qui va bien. Et d'expliquer que vous avez des échanges avec votre enfant, d'expliquer que vous êtes fier de ses progrès, d'expliquer que vous vivez des grands moments de joie sur ses premiers mots, sur ses premiers pas. Le fait que vous soyez fier de lui, qu'il puisse aller à l'école, qu'il puisse avoir un peu plus une posture d'élève qu'auparavant. Enfin, tous ces petits progrès qui font vos joies, en fait, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant pour montrer que vous ne voyez pas et que vous n'enfermez pas, même si c'est complètement stupide cette idée, mais elle est très, très présente dans la façon dont l'ASE perçoit les situations, mais que vous n'enfermez pas votre enfant dans le handicap. C'est complètement dingue d'en arriver là à notre époque. Je l'entends, hein. Je suis entièrement d'accord avec tous ceux qui le pensent là au moment où je parle. Il n'empêche que notre but à nous, c'est de nous débarrasser de l'UNIP. Et surtout, de nous débarrasser de l'idée éventuelle qu'on pourrait avoir besoin d'une aide éducative, alors que, selon moi, une famille neuroatypique n'a pas besoin d'une aide éducative, elle a besoin d'une aide thérapeutique, psychoéducative, elle a besoin d'intervention en thérapie cognitive ou comportementale ou développementale. Elle a besoin que les thérapeutes et les personnes qui entourent leur enfant soient formés aux recommandations de la Haute Autorité de Santé pour éviter, évidemment, la génération de troubles, etc., chez son enfant. Et voire même de le voir, évidemment, progresser. Donc, c'est très compliqué pour un parent, l'idée de se dire, je vais avoir une aide éducative en plus de tout ce que je fais déjà en termes de trajet, ça. En plus, il va falloir que je me rende disponible face à un éducateur qui n'est pas formé. Et en plus, vous allez avoir évidemment peur de confier votre enfant quelques heures par mois pour peu que la situation dégénère à un éducateur qui n'est pas formé. C'est complètement compréhensible. Mais ne vous montrez pas trop sur la défensive. Expliquez lors de ce premier entretien votre situation et exprimez que votre situation, elle est aussi agréable. D'accord? Et que c'est pas parce qu'il y a de l'autisme dans votre famille que vous êtes des gens malheureux. Et ça, c'est important de le mettre. Ensuite, après ce premier entretien, vous allez avoir la visite à domicile. Donc, ce n'est pas la faute de l'ASE, c'est obligé, une obligation légale, ils doivent venir voir et évaluer l'environnement familial de l'enfant. Généralement, c'est à cette occasion-là qu'ils vont rencontrer l'enfant. Alors, c'est le moment de ranger son appart ou sa maison, c'est le moment de se débarrasser de tout ce qui est inutile, parce que je lis fréquemment dans les rapports que
l'appartement ou la maison, le lieu de vie en tout cas, est encombré d'objets, qu'il y a beaucoup d'objets cassés, que les meubles n'ont pas été remplacés, ou alors on va vous reprocher d'avoir un environnement au contraire vide, euh, de tout meuble, vide de tout, froid, etc. Donc en gros, on ne sait pas trop comment gérer ça. Contentez-vous au moins de ranger si c'est le bazar, de laver si c'est moyennement propre. On sait les difficultés au quotidien de gérer un enfant TSA. Et je comprends que le ménage, parfois, il passe après, mais pour l'aide sociale à l'enfance, ça, c'est pas possible. Et surtout, c'est ils vont analyser, par exemple, l'encombrement de votre logement comme étant une défaillance parentale, à savoir que vous n'êtes pas en capacité vous-même de vous organiser, de ranger, de planifier, etc. Donc en fait, ça va bien déborder le fait de l'environnement d'un point de vue visible de l'enfant, mais ils vont l'analyser comme étant une potentielle défaillance parentale ou la preuve que vous êtes dépassé par votre enfant ou votre situation familiale. Donc c'est le moment, ils arrivent de tout ranger, de faire un environnement ultra clean et histoire d'éviter ce type de prise d'analyse, pour des analyses. À ce moment-là, on va vous poser plus de questions. On va vous demander le temps d'écran des enfants. On va vous demander au niveau alimentaire ce qu'il mange, que vous lui donnez à manger. On va vous demander si vous êtes entouré, si vous avez de la famille pour vous relayer. On va évidemment se renseigner sur les différentes prises en charge. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir montrer qu'on est plutôt tourné vers l'extérieur. C'est compliqué quand on a une famille avec un papa, une maman TSA, alors qu'on a horreur d'avoir plein d'amis et de faire des grosses fêtes, etc. Et on a plutôt un ou deux amis, et puis parfois même on est totalement isolé. Euh, si vous avez de la famille, c'est une chance. Si au contraire, bah, vous êtes dans une situation d'isolement, il va falloir l'expliquer en disant, bah, écoutez, moi, mon enfant, il aime pas le bruit. Dès qu'il voit quelqu'un de nouveau et qu'il voit une nouvelle tête, ça peut générer des troubles, etc. Donc, effectivement, on est un peu enfermé sur nous-mêmes, mais on fait des balades, on peut aller voir un spectacle, on peut faire. Il faut toujours expliquer que c'est pas un enfermement choisi, qu'on a aussi besoin d'apaisement, on a aussi besoin d'un environnement extrêmement calme, sans bruit généralement, mais que ça n'empêche pas qu'on va s'intéresser à des choses, on va aller au musée, on va faire des choses avec son enfant. Il faut expliquer tout ça. Ensuite, sur votre environnement, si vous avez des parents avec lesquels vous entendez bien, bah, c'est super. On peut vous poser des questions sur votre enfance. Les questions qu'on va vous poser sur votre enfance, c'est bien évidemment là encore, on va se trouver dans une analyse psychanalytique. Plus vous aurez eu de problèmes relationnels avec vos parents, plus on va estimer que potentiellement vous allez recréer cette situation près de votre enfant, ce qui est ridicule et stupide, mais on en est encore là. Sinon, je ne vois absolument pas en quoi ce serait nécessaire de vous poser des questions sur votre enfance, votre petite enfance, alors même que vous avez 30 ou 40 ans et que la problématique, elle n'est pas là du tout et que vous avez relevé vos manches il y a longtemps et que vous assumez pleinement votre situation familiale. Sur les repas, j'ai déjà vu des rapports qui mettaient en lien le fait que l'enfant ne mange que du jaune, que du blanc, etc. Bah oui, les TSA, il fait de la sélectivité alimentaire. Et c'est pas parce que je suis un mauvais parent que je ne souhaite pas réintroduire des aliments petit à petit. Si vous sentez que ça tique au niveau des troubles alimentaires, expliquez que votre enfant il est suivi et puis que il faut réintroduire les choses petit à petit et surtout cachez-vous derrière les professionnels en expliquant que vous suivez leurs préconisations et que ce point-là, il est travaillé. Alors évidemment, si vous êtes végane, etc., là, ça va être plus compliqué pour moi à défendre. Mais à la limite, vous pouvez quand même faire valoir le fait que votre enfant, il a une IMC tout à fait dans la norme et qu'il est en pleine santé physique. Donc, n'arrivez pas avec des attestations de médecins, ça va encore bloquer la situation, ça va chiffonner les égos. Donc, d'abord, vous expliquez. À cette occasion-là, vous pouvez très bien donner la liste des professionnels qui suivent vos enfants et donner les coordonnées. Parce que dans le cadre de leur évaluation, ils sont censés appeler les professionnels de soins et donc prendre des nouvelles d'un point de vue thérapeutique. Et évidemment, les questions qu'ils vont poser aux professionnels, elles vont être aussi de savoir si vous avez, si vous écoutez les préconisations, si vous les suivez, ou si vous êtes dépassé par les événements, que vous êtes totalement débordé, etc.
Les professionnels en qui vous avez confiance, bah, évidemment, ils vont forcément expliquer que vous faites tout ce que vous pouvez, que ça ne doit pas être facile tous les jours, mais qu'on est en progrès, que les choses avancent et que l'enfant grandit au mieux. Le problème, c'est qui peut être qui peut se présenter à vous, c'est que vous êtes un peu entre deux. Vous venez de quitter un CNP qui fait une IP et les professionnels de soins que vous avez trouvés en amont. Ne quittez jamais un CNP, je le répète, avant d'avoir trouvé et mis en place une prise en charge qui soit conforme et qui corresponde à peu près à ce qui était proposé. Et euh, vous allez avancer comme ça, petit à petit avec les professionnels, et ils doivent les appeler. Si c'est le CMP qu'ils vont appeler, de toute façon, ils vont appeler celui qui a fait l'information préoccupante, ils vont forcément l'appeler. Là, vous savez que ça ne va pas être le moment le plus agréable de l'évaluation et qu'on risque au contraire de vous charger. Donc, c'est important de tout de suite expliquer qu'il y a aujourd'hui d'autres professionnels. Vous pouvez très bien expliquer pourquoi vous avez quitté un CMP ou pourquoi vous êtes en guerre, entre guillemets, bien sûr, avec un établissement scolaire. Vous pouvez expliquer que vous n'êtes pas entendu, vous pouvez raconter cela. Euh, Au contraire, je pense qu'il faut le faire pour que les autres comprennent quel est votre point de vue et que vous puissiez le défendre avec la logique qui est la vôtre. D'accord. Ensuite, de toute façon, on ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas former des professionnels de l'ASE qui ne le sont pas. On ne peut pas rendre bienveillants des gens qui ne le sont pas. On ne peut pas changer cela. Tout ce que vous pouvez changer, c'est vous-même et votre façon dont vous allez interagir avec eux et la manière dont vous allez présenter les choses. Donc, il ne s'agit pas de masquer vos difficultés encore une fois. Donc, qu'est-ce qui est encore évalué? Le temps d'écran. Alors, généralement, les enfants TSA, alors évidemment, ça dépend de la sévérité de leurs troubles, mais pour beaucoup, passent du temps devant les écrans, soit parce que c'est leur modèle de communication, soit parce qu'ils commencent à être ados et ils aiment jouer, et pour eux, c'est un moyen aussi de communiquer, d'avoir des interactions sociales. Soit on a un plus gros problème, on a une addiction qui s'est installée aux écrans et que vous n'arrivez pas à gérer la frustration de votre enfant à cet égard et que vous êtes vous-même un peu débordé. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien en parler, mais effectivement, il va falloir que vous expliquiez en quoi ce volet-là de l'addiction aux écrans est pris en charge. De toute façon, là, c'est une obligation parentale. Quand on a un enfant avec ce type d'addiction, il va falloir évidemment le prendre en charge parce que c'est extrêmement sérieux, parce qu'évidemment, une addiction, notamment aux écrans, ça va générer une situation familiale complexe où il ne va plus y avoir d'interaction, où l'enfant va s'enfermer. Et on connaît des cas, j'en ai déjà vu, de jeunes qui passent leur vie devant leur écran. Et dans ce cas-là, et le parent n'a plus de prise, parce que le jeune peut être suffisamment grand et costaud pour que le parent n'ait plus de prise. Et à ce moment-là, évidemment, on est dans une situation catastrophique. Je ne vois pas en quoi une aide éducative va pouvoir vous aider si les personnes ne sont pas formées. Mais en tout cas, vous allez avoir évidemment besoin de professionnels qui vont venir à domicile pour essayer de sortir l'enfant de cette addiction. C'est un mauvais point, effectivement, ce point de vue-là. Mais par contre, vous pouvez, quand la situation n'est pas dégradée au point de l'addiction, démontrer que vous êtes un parent responsable qui contrôle le temps d'écran de son enfant et qui lui accorde, parce que c'est aussi sa manière de communiquer et ça fait partie aussi de son bien-être et de son apaisement, que vous lui accordez des temps d'écran, mais qui sont contrôlés. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vont regarder d'autre? Ils vont regarder la chambre. Si dans la chambre, par exemple, il y a des jouets qui sont adaptés à l'âge et au niveau de l'enfant. Alors évidemment, si vous avez des jouets de guerre et qu'on n'a que ça parce que l'enfant il est en intérêt restreint sur ces choses-là, bon, il faudra expliquer que c'est ça qui lui fait plaisir, comment il y joue. Bon, généralement, on a plutôt des tonnes de Playmobil, des tonnes de Lego, des dinosaures et des planètes au plafond. Et généralement, de ce point de vue-là, l'ASE n'a rarement des choses à dire. Ce qu'ils vont plutôt vérifier s'il n'y a pas des éléments qui sont dangereux, à savoir pour l'enfant, s'il est trop jeune et qu'il a par exemple des choses qu'il pourrait ingérer, etc. Donc, on va regarder si la chambre elle est bien décorée. Alors évidemment, il y a des chambres d'enfants TSA qui sont épurées parce que l'enfant, lors de crise, il va arracher les petits posters que vous auriez mis ou il aura balancé son armoire, etc. Bon, là, il faut l'expliquer que c'est pour des raisons de sécurité. En gros, tout ça, il faut expliquer. Ensuite, ils vont vouloir voir l'enfant et lui parler seul à seul, sans votre présence. Je reçois un nombre incalculable de personnes que je suis dans le cadre des IP pour justement éviter ensuite que ça déborde devant un juge des enfants. Il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas laisser leur enfant seul avec l'aide sociale, avec un professionnel de l'aide sociale à l'enfance.
d'une part, ils ont peur que l'enfant il soit troublé parce que c'est un changement, c'est une nouvelle personne et que l'enfant n'est pas préparé, parce qu'on ne peut pas savoir qui c'est déjà au départ. Il n'est pas préparé à cet entretien. Vous-même, vous ne savez pas trop quel type de questions on va lui poser, etc. Donc vous-même, vous pouvez avoir peur de laisser votre enfant parce que vous savez que ça pourrait générer une crise. Moi, je pense qu'il faut au contraire laisser faire. Il faut les laisser voir l'enfant, quoi que ça génère chez lui, parce qu'on pourra toujours expliquer ce que c'est. En revanche, le parent qui ne laisse pas accès à son enfant seul, immédiatement, ça va être considéré comme un parent récalcitrant qui a quelque chose à cacher et qui n'est pas capable de faire confiance à des professionnels. Et ça vous sera systématiquement reproché. Donc, quelles qu'en soient les conséquences, c'est dur d'avoir à vous le dire, c'est vrai, mais il faut que vous laissiez accès à votre enfant. Il faut que l'enfant puisse s'exprimer. Alors, évidemment, s'il est non-verbal, on comprend bien que tout cela est ridicule et qu'on ferait mieux de l'épargner, cet enfant. S'il est mutique ou mutique sélectif, c'est compliqué aussi pour l'ASE de comprendre que la sélectivité, c'est pas leur faute et c'est pas le parent qui empêche son enfant de s'exprimer. C'est difficile pour eux d'y croire, tout simplement parce que je le sais, parce que je le lis dans les rapports. J'ai plusieurs enfants qui sont atteints de mutisme sélectif. Et l'ASE considère que c'est le parent qui bloque la parole de l'enfant. Là encore, on est sur une vision psychanalytique totalement délétère et obsolète au vu des données scientifiques d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? C'est à peu près tout je pense. Là, j'ai plus d'autres choses à vous dire. Mais en tout cas, laissez accès à votre enfant parce qu'à chaque fois qu'on laisse pas accès à l'enfant, de toute façon, ça tourne mal et on se retrouve devant un juge des enfants. C'est systématique. À l'issue de l'évaluation, qu'est-ce qui se passe? L'aide sociale à l'enfance dispose de différentes modalités. La première chose, et c'est ce que je vous souhaite à tous, c'est que l'affaire est classée. On considère que l'enfant n'est pas en danger dans sa famille. Ça arrive quand même régulièrement. Donc, c'est pas impossible d'obtenir un classement, pas du tout. Ça veut dire que l'évaluation s'est bien passée, que les professionnels ont été contactés, que tout va pour le mieux. Malheureusement, on peut aussi considérer que vous êtes dépassé. Ah, alors c'est bon, j'ai retrouvé le Wi-Fi. Du coup, je vais enlever. Ouais, on est bon. Là, ça y est, je suis de nouveau en Wi-Fi. C'est remis. Parfait, merci, superbe. Alors, là où ça aurait pu pas très bien se dérouler, on va vous proposer une aide éducative à domicile. Enfin, vous proposer une mesure, mais qu'on appelle une mesure administrative. Ça veut dire qu'on passe pas devant le juge, mais parce que le parent est d'accord pour obtenir une aide dite éducative, on va vous faire signer un contrat avec l'ASE qui se déroule généralement sur une année, où vous allez pouvoir bénéficier de cette aide, à savoir un éducateur qui va venir à domicile pour sortir votre enfant, pour discuter avec lui, lui offrir je dis ce que j'ai l'habitude de lire, hein, on va lui offrir un espace de parole, etc. On peut aussi vous proposer l'intervention de TISF qui vont être davantage là pour vous aider à gérer votre quotidien, votre ménage, la prise de repas, etc. Ensuite, et si vous êtes contre, il faut savoir, parce que c'est une mesure volontaire, hein, c'est expliqué comme ça, c'est pour vous aider. Mais on vous fait quand même largement comprendre que si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, ils vont saisir le procureur. Et ça a de nature à faire peur aux familles qui vont parfois tenter d'accepter une aide éducative à domicile alors qu'ils n'en ont pas du tout besoin, alors que ça vient vraiment en plus de déjà tous les thérapeutes qui étaient mis en place, que ça va être une catastrophe pour vous, etc. Il y a des parents qui sont tentés d'accepter alors qu'ils n'en veulent pas, tout simplement parce qu'ils ont peur derrière de se retrouver devant un juge des enfants. Personnellement, je considère qu'il vaut mieux se retrouver devant un juge des enfants avec une évaluation qui finalement va faire 10-15 pages plutôt que de refuser d'accepter l'AED où là, ils vont bien avoir encore eu davantage de temps pour être catastrophés par la situation qui est la vôtre parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre les problématiques autistiques de votre enfant. Ils vont voir probablement des moments de vie qu'on n'a pas envie de montrer. Et là, on aura un rapport de 30 pages et on va de toute façon se retrouver devant un juge au bout d'une année parce que vous n'allez plus vouloir de cette aide éducative et qu'ils vont vouloir vous la reproposer tous les ans. Donc, parce que de toute façon, votre enfant, il sera toujours TSA, évidemment. Et vous, les problématiques, elles vont toujours exister, certes, parfois dans une moindre mesure, ce qu'on souhaite à tous, mais elles ne vont pas disparaître. Et donc, le mieux, moi, je considère que si on vous fait une proposition d'AED sous la menace de saisir le procureur en cas de refus,
bah, vous refusez. On refuse, si on est dans son bon droit, et on va aller, avec les éléments qui ont été vus dans le cadre d'informations préoccupantes, se défendre devant le juge. La saisine du procureur, c'est simple, c'est un courrier que va faire le conseil départemental via la CRIP au procureur, qui lui va renvoyer directement le procureur. Il va pas forcément lire de quoi il s'agit. On n'est pas, si on n'est pas sur une problématique pénale, et là, j'ai pas abordé la problématique pénale, à savoir des enfants qui seraient violés, maltraités, frappés, etc. En 1 heure, je ne peux pas aborder ce volet-là. Là, on aborde vraiment le volet en assistance éducative sans volet pénal. Donc, sur la saisine du procureur de ce point de vue-là, le procureur va immédiatement renvoyer l'IP et les inquiétudes et le rapport d'évaluation à la juge ou au juge des enfants qui, lui, peut vous envoyer un premier courrier en disant bonjour, j'ai une procédure en assistance éducative ouverte à mon cabinet. Vous pouvez venir consulter ce dossier en prévenant le greffe, en vous donnant les numéros, etc. Ou alors, ça arrive beaucoup plus souvent, vous recevez directement une convocation devant le juge des enfants. Il faut savoir qu'en principe, on est au courant quand le juge des enfants va être saisi, puisque l'aide sociale à l'enfance a l'obligation de vous faire un retour sur l'évaluation qu'ils ont faite. Ils doivent vous informer. Et donc, si vous leur dites que vous ne souhaitez pas de l'AED et qu'on vous dit on va saisir le procureur, vous allez être au courant parce que l'aide sociale à l'enfance va vous dire, bah voilà, on a décidé de saisir le procureur et donc de saisir le juge des enfants. Devant le juge des enfants, le juge d'enfant, lui, d'abord, il va avoir que le rapport qui aura été écrit par l'aide sociale à l'enfance. Malheureusement, on a un article de loi, qui est l'article 1187 du Code civil, qui empêche même l'avocat de vous donner une copie du rapport. Donc, le rapport est quand même un élément relativement secret et vous avez simplement le droit de le lire. L'avocat, lui, il a droit d'en avoir une copie. Donc, évidemment, moi, je le lis à mes clients. Et puis, vous avez le droit, si vous n'avez pas d'avocat, de le consulter au tribunal. Mais encore une fois, vous n'aurez pas de copie. Il faut de toute façon avoir connaissance de ce qui est écrit dans ce rapport pour savoir exactement ce qu'on vous reproche et que vous soyez en mesure de vous défendre. N'y allez jamais n'allez en audience confiant sans savoir ce qui a été véritablement écrit par l'aide sociale à l'enfance dans ce rapport. Sinon, de toute façon, vous ne pouvez pas vous défendre correctement, même si vous êtes dans votre bon droit et que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut lire dans ce type de rapport, qui est totalement inventé, réinterprété par l'ASE, qui est parfois même des choses d'une grande violence. Hein. Donc, il faut le lire, il faut savoir. Moi, personnellement, je le lis à mes clients parce que je préfère leur lire le rapport plutôt qu'ils aillent le consulter. Tout simplement parce que le juge peut enlever des éléments du rapport s'il considère qu'il y a des éléments qui pourraient trop vous choquer, qui seraient de nature à provoquer encore plus de maltraitance envers l'enfant. Donc, on imagine un enfant qui est frappé et l'enfant qui aurait délié sa parole et qui en aurait parlé. Probablement que ça, c'est des éléments qu'on va cacher pour que le parent n'aille pas cogner sur son enfant la fois d'après, même si en principe, dans ce cadre-là extrêmement grave, on a une OPP, c'est-à-dire une ordonnance de placement provisoire, qui est prononcée avant toute audience. J'en reparlerai rapidement, puisqu'effectivement, on est déjà à un quart d'heure. Donc, une fois qu'on a lu le rapport, on met en place la stratégie de défense. On regarde ce qu'on vous reproche. C'est toujours les mêmes choses qu'on reproche aux parents d'enfants autistes. On leur reproche, notamment aux mères, d'être fusionnels avec leur enfant. Et le fait d'être en fusion, c'est comme si on était toutes volcaniques, là, le fait d'être en fusion, ça empêche l'enfant d'évoluer, de gagner en autonomie, de grandir. C'est-à-dire que s'il est dans sa bulle et s'il évolue pas au même rythme que les autres enfants, c'est parce que vous entretenez un lien fusionnel avec lui, ou en tout cas, si vous n'en êtes pas la cause absolue, vous venez majorer cette perte d'autonomie et ce retard potentiel de développement de votre enfant. C'est absolument ridicule, on le sait, on se bat contre ça. Enfin, je n'aurais pas assez de ma vie pour me battre contre cette façon de voir les choses. C'est très simple à expliquer devant un juge des enfants. Bah oui, on peut avoir un rapport fusionnel, mais enfin, il faut rappeler quand même qu'en on est dans une situation de vulnérabilité. On est face à une reconnaissance généralement de handicap. On a un dossier à la MDPH, notre enfant est reconnu en situation de handicap. Et j'aimerais bien savoir quelle mère avec un enfant en situation de handicap, qui n'est pas accepté à l'école, qui a besoin de soins, qui a besoin d'être stimulé, etc., n'est pas surprotecteur. C'est pas de la fusion, c'est de la surprotection,
parce qu'on a un enfant vulnérable et qu'il est normal d'être surprotecteur quand on a un enfant vulnérable. Et ça ne veut pas dire qu'on empêche son autonomie. Preuve en est, on a mis en place des choses, on fait des tas de choses avec son enfant pour qu'au contraire, il gagne en autonomie. Donc, c'est facile en fait de se défendre. Il ne faut pas hésiter d'aller devant un juge des enfants par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on lit d'autre? Des mères froides. Voilà, alors vous êtes froide, ben là, c'est facile d'expliquer que peut-être vous avez un TSA. Parfois, il ne faut pas du tout le cacher. Vous avez été sur la défensive. Ben oui, on a un TSA. Mais aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments, notamment neuroscientifiques, pour démontrer qu'une mère ou un père TSA ne sont pas forcément des mauvais parents, mais bien au contraire des bons parents parce que ça leur permet d'anticiper des situations problématiques d'un point de vue sensoriel notamment auprès de leur enfant pour les accompagner au mieux finalement et de leur offrir un environnement apaisé parce que eux-mêmes souffriraient de bruit, d'une lumière trop forte et trop directe, etc. Et j'en passe et j'en passe. Donc, on doit apporter, à l'issue de ces rapports, je vais passer toutes les horreurs que je peux lire, des inepties absolues dans les rapports, même si, par exemple, là récemment, j'ai eu des enfants qui ont été placés et l'éducatrice de l'ASE, elle a considéré que les enfants et la mère qui vivaient également avec le frère de la maman qui est TSA, les enfants sont TSA, qu'on ne savait pas quelle place ils occupaient dans la famille et qu'il y avait une confusion des places. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, c'est ridicule, c'est débile, sauf que les enfants, ils ont été placés pour cette raison-là. Et que les juges ont suivi. Heureusement, ce n'est pas dans tous les cas pareil, et on arrive quand même bien à se défendre, et cette période juge des enfants, on obtient quand même souvent des non-lieux, on échappe quand même souvent à la mesure éducative lorsqu'on a un bon dossier, qu'on l'a bien préparé et qu'on apporte des preuves. Les preuves, c'est quoi? Les preuves, c'est évidemment les bilans, le diagnostic, et puis il va falloir que les professionnels se remontent les manches pour vous faire des attestations. Si vous êtes face à une orthophoniste, un psychomote ou un psychologue ou un pédopsychiatre qui vous refuse de vous faire une attestation en se cachant derrière le secret professionnel, c'est une ineptie. Pourquoi? Parce que le secret professionnel qui s'impose aux professionnels paramédicaux et médicaux, ce secret ne s'impose qu'à vous-même, c'est-à-dire que le secret, il est à l'égard de son patient et de la personne que l'on suit. C'est-à-dire que si vous-même, vous lui demandez une attestation, derrière, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a qu'un personnel extérieur qui pourrait violer le secret professionnel, mais pas le médecin qui vous fait l'attestation, à vous qui l'a demandé et à vous qui la transmettez à un tribunal. Donc, s'il y a des professionnels parmi les personnes qui sont derrière leur écran aujourd'hui, surtout n'ayez pas peur, vous ne risquez rien d'un point de vue professionnel à faire des attestations à vos patients pour écrire que les choses vont bien ou de toute façon, il ne s'agit pas d'écrire n'importe quoi. Vous pouvez très bien expliquer que l'enfant présente des grosses problématiques, mais il est important quand même de noter si le lien avec le parent, il est de qualité, si le parent, il suit les conseils, si on est face à un parent qui a bien évidemment envie de voir son enfant gagner en autonomie et devenir un adulte le plus autonome possible. D'accord? Donc ça, n'hésitez pas les professionnels, c'est très important. Moi, en tant qu'avocat, je ne peux rien faire sans vos attestations parce que de toute façon, le juge, même si je pense avoir des connaissances importantes en matière de TSA, mais les juges ont tendance à me dire, mais vous n'êtes qu'avocat, vous n'êtes pas médecin. Alors, effectivement, je n'ai pas fait médecine. Parfois, j'ai pensé peut-être faire psycho en plus d'avocat pour qu'on m'écoute enfin. Mais a priori, je ne devrais pas avoir besoin de justifier d'être médecin ou pas, parce que les connaissances en TSA, n'importe qui pourrait les avoir. Hein. D'ailleurs, l'ASE, on les écoute alors même qu'ils n'ont pas fait médecine, eux non plus. Mais les professionnels, surtout, faites-nous des attestations. C'est comme ça qu'on gagne nos dossiers. D'accord? On ne les gagne pas autrement, en fait. Et puis, donc la preuve, c'est très important. Et puis, ce qui va être important aussi, c'est votre comportement devant le juge. En fait, une audience juge des enfants, ça se passe comment? On est convoqué, on attend dans la petite salle d'attente et en principe, l'enfant est entendu seul. Alors aujourd'hui, les juges qui devancent un peu la loi nomment des avocats qui sont des avocats commis d'office inscrits sur la liste d'avocats aux mineurs. Donc, il est possible aussi que l'enfant ait un avocat que pour lui, qu'il va voir, qui va essayer de l'appeler ou qu'il va le voir 5 minutes avant l'audience. Moi, généralement, enfin, très personnellement, je n'aime pas avoir un confrère face à moi et qui va, soi-disant, défendre l'enfant parce que 9 fois sur 10, il ne connaît pas l'autisme et il va, en lisant le rapport, il va croire le rapport. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir l'esprit suffisamment critique, l'esprit qui est le mien quand je lis ces rapports. Et moi, je critique la psychanalyse et je peux démonter les éléments psychanalytiques d'un dossier, mais malheureusement, mes confrères, ceux qui ne sont pas formés, vont avoir tendance à marcher sur des œufs.
Alors, si l'enfant, il va bien, s'il est en capacité de s'exprimer, il va pouvoir dire à l'avocat, mais moi, je suis bien chez mes parents font tout ce qu'il faut pour moi, ma maman, je l'aime, elle m'aime, je vais à mes thérapies, ça se passe bien, etc. Et là, ça va bien se passer. Bon, si on est face à un enfant qui a des difficultés émotionnelles, qui a des difficultés à exprimer ses émotions, qui a des difficultés à dire ne serait-ce que je vais bien, ça va poser question à l'avocat et il risque de prendre le parti de l'ASE. Et ça, c'est un problème. Euh, Néanmoins, on a quand même à se défendre et à faire valoir notre point de vue, sinon je ne vois pas pourquoi on existerait. Et mince, on en connaît assez, il faut mettre en avant ses connaissances. Le juge, il va du coup interroger l'enfant, seul ou avec son avocat, hors la présence de l'ASE, et nous, on continue à attendre sur nos petits sièges dans la salle d'attente. Puis ensuite, le juge va nous faire rentrer tous ensemble. Généralement, on demande à ce que les enfants sortent ou le juge de lui-même considère que l'enfant n'a pas à assister au débat. En principe, l'ASE est présente. Quand ils ne sont pas présents, c'est super parce que franchement, on a en gros une partie en moins. On a à se défendre euh, un peu moins parce que en fait, le juge va en entrée, on va tous s'asseoir. On est en cabinet, on n'est pas dans une salle d'audience à la barre. Hein. Le juge est derrière un bureau, on est dans le bureau du juge. Et là, bon, les personnes, nous, on est assis en face et l'ASE est présente. Moi, je suis présente avec mon client. L'avocat, encore une fois, n'est pas obligatoire. Mais je peux quand même que vous conseiller, et Dieu sait si je prêche pas pour ma paroisse tout le temps, mais dans notre pays, la parole du parent, on la croit pas. On croit toujours qu'on est pris affectivement, qu'on n'a pas suffisamment de recul, qu'on ne peut pas être objectif à l'égard de son enfant. C'est un enfer, mais ça, c'est notre culture psychanalytique qui veut que le parent, de toute façon, n'est pas clair à l'égard du lien qu'il entretient avec son enfant. Il est forcément toxique, forcément pathogène, et ça. Et ça colore quand même toujours toutes les relations qu'on peut avoir avec toutes les administrations, mais au judiciaire, c'est un peu le cas aussi. Donc, si notre parole, elle n'est pas prise pour ce qu'elle est, à savoir sincère et véritable, et il faut avoir quelqu'un d'extérieur à vos côtés pour vous accompagner parce que c'est quand même un moment compliqué et les enjeux sont quand même extrêmement importants parce qu'on ne risque pas toujours un placement, mais au final, effectivement, on risque quand même. Et puis, on risque une AEMO qui peut parfois être totalement délétère aussi pour les familles qui n'ont pas besoin et pas envie d'avoir des étrangers dans leur maison. Donc, le juge, il va aussi avoir ce temps-là. Au premier lieu, il va faire un résumé de la situation qui n'est lié qu'au rapport qu'il a lu. Donc, c'est un moment un petit peu désagréable pour les personnes hypersensibles dans la mesure où elles connaissent déjà le rapport. Moi, je vous propose de regarder par la fenêtre et de vous chanter une petite chanson juste parce que le plus important, c'est de rester calme et d'être en capacité de répondre aux questions qui vont suivre. Ensuite, le juge propose généralement à l'aide sociale à l'enfance. Généralement, vous avez une chef de service qui a tout juste lu le dossier mais qui n'était pas là au moment de l'évaluation et une éducatrice qui était là au moment de l'évaluation. Et donc, ils peuvent faire rajouter des éléments qui sont souvent désagréables et qui nous donnent envie de sauter de notre chaise et de partir en courant, voire de s'énerver très très fort. Il faut rester calme, il ne faut pas répondre. Devant un juge, chacun a son tour de parole et on ne doit pas interrompre une personne qui est en train de parler. On ne s'adresse qu'au juge, on ne regarde pas l'ASE, on ne leur parle pas. On ne parle qu'au juge parce que de toute façon, c'est la seule personne qu'on a à convaincre. Et puis ensuite, le juge va vous poser des questions. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va avoir une image de vous. Il va se faire une idée de vous. Et ça, c'est humain. La justice, elle est rendue par des humains et qui côtoient des humains. Et donc, ce moment-là, il est aussi important. Donc, il est important d'être calme, d'être extrêmement respectueux. On peut pleurer, mais tant que ça n'empêche pas vos explications. J'ai des mamans qui s'écroulent en audience, c'est normal, mais il faut reprendre à un moment donné souffle parce que sinon on va considérer que vous êtes dépassé. Donc on peut se montrer ému, mais il faut quand même montrer qu'on est une personne tout à fait équilibrée et qu'on sait de quoi on parle. Et qu'on sait de quoi on parle à l'égard de notre enfant notamment. On va regarder aussi la façon dont vous êtes habillé, dans la façon dont vous êtes maquillé. Donc il faut vraiment être le plus sobre possible selon moi. On évite les couleurs criardes, on évite d'être surmaquillé. Bon, c'est rare que les mamans avec des enfants TSA soient surmaquillées, c'est plutôt l'inverse. On va plutôt leur demander de masquer un peu leurs cernes avec du make-up. Mais il faut être habillé sobre, propre, surtout extrêmement propre, parce qu'il peut être, par exemple, relevé des problématiques d'hygiène, des choses comme ça, parce que Titi, il n'aime pas qu'on lui coupe les ongles, et il va avoir les ongles un peu noirs, et ça aurait été dit, écrit dans l'IP par l'enseignante, je dis n'importe quoi. Et donc, bah, le juge, il va regarder ça, il va regarder si oui ou non l'enfant est propre. Donc, c'est le moment de se coiffer, c'est le moment d'aller chez le coiffeur, d'avoir les cheveux propres, éviter les jogging, baskets, etc. Pas parce que c'est irrespectueux, mais parce qu'on va vous juger par rapport à ça. Et évidemment, si l'enfant ne supporte que les joggings, ce qui est souvent le cas, l'enfant, c'est moins grave. Pour peu que ses baskets soient propres et que le jogging soit propre, c'est pas un problème. Il y a plein d'enfants. Par contre, si la petite, comme ça m'est déjà arrivé,
Elle aime apporter une queue de chat quand elle est dehors parce que ça la rassure avec des oreilles de chat, parce qu'elle adore les mangas et nanana. Bah, ce jour-là, vaudrait mieux éviter quand même de venir avec. Donc bon, là, c'est des moments, c'est un moment complexe ce moment-là. Donc la juge va vous poser différentes questions. On peut poser des questions, une question très ouverte, du mode vous en pensez quoi de ça? Eh bien, dans ce cas-là, il faut dire ce que vous en pensez, parce que c'est le moment d'être franc et honnête. Mais il faut surtout ne pas se montrer en colère, ne pas attaquer l'ASE de manière frontale, mais plutôt se montrer dans l'incompréhension de ce qui nous arrive, je dirais, en disant, se montrant plutôt comme une victime, en disant, écoutez, nous, on n'a pas compris, nous, on fait tout ce qu'il faut pour notre enfant. C'est vrai que c'est complexe pour nous, c'est pas toujours facile, mais on fait tout ce qu'il faut. Et de toute façon, voilà, je vous ai apporté les preuves. Et là, on a les preuves généralement qui démontrent que vous faites tout ce qu'il faut et vous faites votre maximum pour votre enfant et qu'on ne pourrait rien vous reprocher. Ensuite, à l'issue des questions, si elles sont très ciblées, la question, bah, vous répondez à la question, voilà, et ça peut très bien se passer. Les juges des enfants sont généralement des gens qui ont l'habitude vraiment de voir des situations extrêmement complexes. Ils peuvent être absolument adorables, avoir envie que vous exprimiez vraiment, mais aussi, on a aussi des juges, il faut le dire, qui sont fermés, qui sont complètement inféodé à tout ce qu'aura pu écrire l'ASE et qui croira l'ASE quoi qu'il écrit, qui peut s'énerver. Il y a des juges qui sont agressifs ou agressives envers les parents. Donc, bon, bah, moi, généralement, quand c'est comme ça, j'essaie de remettre les choses un peu en ordre. Bon, ça nous arrive que ça dérape complètement, hein. Mais en principe et dans la grande majorité des cas, vous êtes face à des juges qui sont à l'écoute. Mais ça reste un moment compliqué. Qu'est-ce que le juge a comme type de compétence derrière? Eh bien, le juge peut prononcer un classement sans suite. Honnêtement, on les emporte quand même régulièrement, hein. Ce n'est pas une vue de l'esprit de se dire, ah bah si à l'ASE, ça y est, on est foutu, on va se retrouver avec une aide éducative. Non, non, ce n'est pas le cas. Les juges prononcent vraiment aussi régulièrement des non-lieux. Lorsque on arrive à démontrer que l'enfant, il a une scolarité, même parcellaire, même dans le privé, même à domicile, mais que les choses avancent, qu'on démontre que l'enfant est correctement pris en charge d'un point de vue médical ou paramédical, et qu'on arrive à démontrer qu'on est suffisamment entouré, qu'en tout cas, on sait prendre les choses en main. Et que certes, on a pu avoir des problématiques de communication avec une école, avec un CMP, mais qu'on l'explique, et là, généralement, on ressort avec un non-lieu vraiment sans problème. Ça, c'est ce qu'on appelle des bons dossiers. Maintenant, pour les parents qui ont fermé la porte, qui n'ont pas tout dit, ou l'ASE qui considère que vous n'avez pas été suffisamment ouvert ou transparent dans le cadre de l'évaluation, ou si on apporte un dossier juste absolument parfait, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et que l'ASE, elle, a fait une évaluation totalement inverse, catastrophiste, etc., le juge ne va pas savoir qui croire, peut-être. Peut-être. Et dans ce cas-là, il peut prononcer, dans ces deux cas-là, il va prononcer une MJI, une mesure judiciaire d'information éducative, d'investigation éducative, pardon. Quand il va prononcer cette mesure, le juge va demander à un autre service que l'ASE, mais qui sont strictement souvent les mêmes, de refaire une évaluation, mais cette fois va durer sur 6 mois et va être beaucoup plus complète. C'est compliqué pour le parent là de se dire mon Dieu, pendant 6 mois je vais être évalué. Néanmoins, en MJ, j'ai remarqué que les choses pouvaient aussi très bien se passer parce qu'en fait, le parent, il a déjà une première expérience de la manière dont l'ASE analyse les situations et va s'en saisir en fait de cette connaissance qu'elle a. Et il n'est pas rare du tout que dans le cadre des MJ, à la fin des rapports, on lise que en fait l'affaire doit être classée. Ensuite, le juge peut prononcer une AEMO. C'est une aide en milieu ouvert, c'est une aide éducative, c'est un éducateur qui vient chez vous, qui sort l'enfant, qui va essayer de vous aider dans certaines problématiques que vous pourriez rencontrer. Honnêtement, je vois pas bien quand on a un trouble TSA en quoi ça peut vraiment servir, mais il y a des parents que ça a pu aider parce que ils étaient complètement débordés, n'arrivaient plus à remplir leurs papiers, ne savent plus comment gérer la MDPH. Ça peut aider dans ce très rare cas, d'accord? Il est vrai, mais moi, les personnes que je défends n'en veulent pas d'AEMO et elles n'en ont pas besoin. Et puis, évidemment, le juge peut prononcer, là, c'est effectivement très complexe, le placement. Le placement, j'ai aussi, dans de très, très rares cas, je dirais que ça doit représenter 0,1% de notre clientèle, des personnes qui souhaitent que leur enfant soit placé. Parce que l'enfant ou le jeune a développé des troubles tels qu'il est auto-agressif, hétéro-agressif. J'ai des mamans qui ont été poursuivies au couteau. Alors évidemment, on peut estimer qu'il y a des comorbidités derrière, que peut-être il y a un TDAH aussi.
etc. Donc, il y a aussi des personnes qui sont en danger avec leur enfant et qui demandent le placement. La problématique du placement, c'est on place où? Parce que si c'est pour placer un enfant TSA ou avec des addictions ou TDAH, avec des grosses problématiques à l'égard de la frustration, etc., vous mettez un enfant comme celui-là dans un foyer d'urgence de l'ASE, bah, de toute façon, je pense que dans le mois, il devient délinquant, il est addict non seulement aux écrans, mais aussi au cannabis. Et quand c'est les filles, il faut espérer qu'elles ne rencontrent pas un proxénète. Je ne parle pas, je ne suis pas complotiste, je parle de vérité. C'est une vérité. Là, j'ai 3 dossiers dans lesquels les jeunes filles ont subi des abus sexuels et voire se sont prostituées. Et j'ai 2 dossiers d'enfants adolescents qui ont appris à fumer avec leur éducateur et qui derrière sont devenus des dealers et voire voleurs, à tel point que maintenant on les défend en assistance éducative et on les défend aussi au pénal. Et ça, c'est vraiment lamentable et c'est un scandale. Toujours parce que quand vous êtes placé à l'ASE, il faut savoir que généralement, vous n'avez plus de soins. Ah, si on retourne au CMP qu'on ne voulait plus voir, super, on ne connaît pas les TCC au CMP, etc. Mais ça ira bien. Hein. Donc, on y voit une psychologue ou un éduc qui ne connaît pas les TCC, qui ne connaît pas l'autisme, etc. Une fois tous les 15 jours, d'accord. La scolarité, si l'enfant ne veut pas y aller, oh bah tiens, il a trop de troubles d'un coup, bah oui, forcément, il a des troubles majorés s'il est placé, eh bien, on va couper sa scolarité, hein, parce que c'est trop compliqué, on comprend l'école. Donc, on a des enfants en oisiveté totale, qui sont plus scolarisés, qui sont pas soignés, qui sont plus accompagnés. Mais, même après des mois de placement, on va encore dire que c'est lié au traumatisme qu'il a vécu avec sa mère qui était trop fusionnelle. Ça encore, c'est un scandale. Il existe des familles thérapeutiques. Si l'enfant, si on ne trouve pas des familles d'accueil thérapeutiques avec des gens qui sont formés, il faut arrêter de placer les enfants, sauf évidemment quand on n'a pas le choix, quand on a une situation de danger imminent avec un enfant qui effectivement pourrait passer à l'acte d'un point de vue de la violence. Évidemment, je n'ai pas abordé, mais la fratrie, hein, les autres enfants font partie de la boucle. Hein, et si on voit qu'il y a un des enfants qui va très très mal en raison des crises de son frère ou de sa sœur, on va penser placement, le juge va penser placement. Quand un enfant est placé, on a toutes les peines du monde à aller récupérer. Pourquoi? Parce que l'ASE ment. Et ils vont vous dire que l'enfant va super bien et que le placement est épatant et que les progrès qu'il a pu faire, finalement, c'est grâce à eux. N'importe quel enfant qui vieillit et qui, évidemment, gagne en maturité va évoluer. Évoluer favorablement, j'en suis pas certaine du tout. Et de toute façon, on n'a plus l'enfant, on ne peut plus le faire tester, on ne peut plus le faire évaluer. Et donc, on ne peut pas apporter, nous, la preuve que l'enfant va pas bien, même si son parent voit qu'il a maigri, que ça va pas du tout, qu'il est complètement renfermé sur lui-même, qu'il pleure jour et nuit. Tout ça, généralement, on nous le passe sous silence. Et c'est très difficile à vivre. J'ai quand même réussi à obtenir des retours d'enfants, mais c'est difficile. Et c'est rarement du premier coup. Euh, mais on finit par y arriver. Donc, il ne faut jamais perdre espoir. Jamais. Et puis, il faut faire intervenir des personnes extérieures aussi à l'ASE. Il faut souhaiter des soins en tant que représentant légal de votre enfant. Il faut pouvoir lui faire en sorte de faire entrer des professionnels de soins en libéral dans l'ASE pour pouvoir attester de ce qui se passe et pouvoir montrer ce qui se passe réellement. Vous avez un délai, et là c'est très important, de recours qui est de seulement 15 jours. Donc attention, à compter du moment où le jugement vous est notifié, si vous souhaitez faire appel, ça se discute. Il faut savoir que quand on fait appel, malheureusement, les cours d'appel, elles sont engorgées et que l'exécution provisoire, notamment pour les placements, les AEMO, elles sont inscrites dans les jugements. Donc, ça veut dire que le jugement va de toute façon s'exécuter et que la cour d'appel, bah, si elle vous convoque 8 mois plus tard, de toute façon, l'enfant, il va être placé pendant 8 mois, voire même l'AEMO va avoir lieu pendant 8 mois. Ça ne va pas s'arrêter parce que vous avez fait appel. Donc, il faut tout miser finalement sur le jugement de première instance. Il faut tout donner au moment de cette audience devant le juge des enfants parce que l'appel, il va venir longtemps après. En appel, on peut gagner encore ou aussi on peut obtenir une ouverture de droit. Parce que généralement, quand un enfant est placé, le parent, il peut voir son enfant 45 minutes par mois en médiatisé. C'est pas comme ça qu'on maintient une relation avec son enfant et avec un enfant autiste, n'en parlons pas. Donc, vous l'aurez compris, je suis totalement opposée au placement des enfants si ce n'est pas pour les placer dans des environnements extrêmement favorables et adaptés. Et aujourd'hui, ces structures-là, on ne les a pas, elles n'existent pas. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai un peu débordé le temps qui m'était imparti. J'espère que vous avez appris des choses, que je ne vous ai pas trop remué d'un point de vue des émotions. Mais en tout cas, il y a toujours des solutions, on peut toujours s'en sortir et surtout, ça ne sert à rien de paniquer.
Il faut voir les forces en présence et s'en saisir. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute. Merci infiniment, Maître, pour cette présentation. Merci beaucoup, c'était très riche. Alors, comme on l'imaginait, il y a eu énormément de questions et aussi beaucoup de remerciements, donc bravo à vous. Alors, on va pas pouvoir tout traiter dans le temps imparti, mais voilà, je répète, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse. Donc, on va vous replacer n.bonnet@gncra.fr, qu'on va vous replacer dans le chat pour que tout le monde l'ait. Alors, quelques petites questions. Peut-on faire une IP contre un service éducatif lorsque l'on constate que celui-ci semble maltraitant envers nos enfants? Alors, je pense qu'il vaut mieux faire un signalement au procureur. Oui, on peut faire un signalement au procureur. On peut aussi porter plainte. Mais là, la problématique, c'est qu'on a généralement très peu d'éléments de preuve. Néanmoins, là, le cas, par exemple, du garçon qui est devenu dealer, qui s'est mis à fumer du cannabis, etc., euh, on est en train de rédiger, une assignation en responsabilité professionnelle de l'ASE, parce qu'on a des éléments qui relèvent du dossier pénal. Et puis, vous pouvez aussi signaler au procureur, effectivement, la situation. Néanmoins, si c'est parce que vous estimez que vos droits ont été bafoués ou que votre enfant il est mal pris en charge par l'ASE, euh, en pratique, c'est vraiment hyper difficile d'imaginer que le procureur va vous croire plutôt que l'institution. D'abord, vous connaissez les délais. On a vu avec l'affaire de la petite Yana. Hein. Le scandale qui jaillit aujourd'hui, c'est quelque chose, moi, que je côtoie depuis 20 ans. Les délais sont très longs, la prise en compte des informations sont très longues. Et ce qui est fou, c'est que les institutions, même l'institution judiciaire, hein, elle a du mal à ne pas faire confiance aux professionnels de l'enfance, parce qu'on parle, c'est quand même comme ça qu'on les appelle. Hein. Professionnels de TSA, certainement pas, mais professionnels de l'enfance, oui. Donc, il y a une forme de confiance qui est accordée aux professionnels de l'ASE d'office. Et quand on relève des fautes, le pire, c'est plus on remue en tant que parent, et plus on va être enfoncé. Et plus on va dire que les problématiques que l'on dénonce, elles sont liées au fait qu'on est vindicatif et qu'on entretient un lien toxique et pathogène avec son enfant. Donc ça se réfléchit vraiment, cela. C'est vraiment quand on n'a plus d'espoir, parce qu'il y a d'autres solutions que de critiquer l'ASE. Et surtout, il ne faut pas le faire tout seul. Parce qu'en tant que parent, vous serez toujours considéré comme le fautif et le mauvais objet. Merci. Quel est le délai de traitement entre l'envoi d'une IP et le début de l'évaluation? On n'en sait rien. Ça dépend de l'engorgement et des problématiques qui sont soulevées dans l'IP. Si sur une problématique vitale, l'évaluation va se mettre en route rapidement. Mais ça dépend aussi, parce que même dans ces cas-là, et mon Dieu, on en a vu des scandales de ce point de vue-là, le service peut être totalement engorgé, avoir énormément reçu d'IP dans le mois et les traiter les unes après les autres avec les délais qui sont les leurs, c'est-à-dire longtemps. J'ai vu des IP qui étaient traités, mais 6 mois plus tard. C'est pas censé être le cas. Hein. Mais je lis aussi des rapports, on se retrouve devant les juges des enfants 1 an et demi ou 2 ans après la première IP, où toutes les données qui sont dans le rapport, mais à la limite, ça nous a laissé du temps pour se préparer et de réajuster un peu la situation pour pouvoir démontrer que tout a changé et qu'aujourd'hui, on n'a aucune raison d'avoir besoin d'une aide éducative. Enfin, c'est fou d'en arriver à se dire ça. Le jour où ils vont être formés, ça va être super. Hein. Le jour où ils seront formés, on pourra avoir plus d'aide. Et en fait, c'est tout ce qu'on attend tous. Mais là, moi, je pense que ça va être très compliqué de former des gens qui sont d'obédience psychanalytique. On va avoir des gros problèmes. Alors justement, comment faire pour des suivis de qualité sans formation des pros? Ben, on peut pas. Et les suivis sont pas de qualité. Voilà. Les Ouais. suivis ne sont pas de qualité, les parents se sentent jugés, les mères se sentent acculées, et en plus, c'est difficile parce que ça reste intrusif. Ça reste intrusif, on se sent surveillé. Il y a des parents qui le vivent comme 1984 avec Big Brother. Hein. Merci. Que faire quand l'éducation nationale n'est pas satisfaite de la suite donnée à la première IP et fait un signalement? Alors, ça veut dire que l'IPL a été classée. Ça veut dire que si le procureur il saisit le juge des enfants, il va demander à l'ASE ce qui s'est passé, et bah, l'ASE va dire bah, nous on a classé et je pense que ça ne doit pas prospérer, sauf s'il y a de nouveaux éléments. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on s'est débarrassé d'une IP
qu'elle a été classée soit après l'évaluation, soit classée après qu'on soit passé devant le juge des enfants. Des IP, on peut en avoir tous les ans, hein. Il y a des gens qui sont abonnés aux IP. Mais généralement, quand même, quand on a gagné en audience, c'est censé durer un petit peu. Mais on n'est jamais à l'abri d'une IP. Et tout recommence, est susceptible de recommencer, hein. Hmm. Il faut savoir qu'une fois que l'enfant est majeur, on croit être débarrassé, mais pas du tout, parce que si vous êtes sous tutelle, c'est le juge de la protection des majeurs qui va être saisi pour qu'on vous retire la tutelle. Donc, on s'en Oui, sort jamais. oui. Donc, c'est même fabuleux dans une situation dans une famille neuroatypique de ne jamais avoir eu affaire à une IP. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est susceptible un jour d'en avoir une. Hmm. Comment récupérer un dossier classé sans suite au tribunal? Alors, on ne peut pas récupérer son dossier au tribunal puisque le rapport est un élément secret et vous ne pourrez jamais en avoir une copie, même si c'est classé. Ce à quoi vous allez avoir droit, c'est avoir le jugement. Et généralement, dans le jugement, on reprend ce qu'il y avait écrit dans le rapport, le juge reprend ce qu'il y avait écrit dans le rapport, reprend les éléments qui nous étaient favorables et à l'issue et qui a prononcé donc le non-lieu à assistance éducative. En revanche, si ce n'est pas judiciarisé, parce que j'ai oublié de le dire, si on ne va pas devant le juge des enfants et que c'est classé par l'ASE, là, il faut en faire la demande en recommandé à la CRIP, donc à la cellule du conseil départemental. Et là, vous avez le droit d'en avoir une copie. C'est une fois que c'est judiciarisé que le rapport de l'ASE devient secret. Mais le rapport, si ça n'a pas été judiciarisé et que ça reste dans les locaux du conseil départemental, là, vous avez le droit d'en avoir une copie. Mais attention, l'ASE devra retirer l'information préoccupante de la copie, évidemment. Et donc, vous n'aurez jamais ce document d'information préoccupante. Vous n'aurez que l'évaluation. Hmm. Très clair, merci. Avant une enquête sociale, y a-t-il une présentation à la gendarmerie? Non, absolument pas, sauf dans des cas où, dans l'IP, il y a des éléments qui relèvent du pénal, à savoir un enfant qui a été frappé, un enfant qui a été violé, enfin bref, soit l'enfant est victime d'un crime ou d'un délit. Et là, oui, on peut être convoqué, évidemment, en gendarmerie à l'issue. Généralement, c'est le procureur là qui est derrière, hein. Ça veut dire que c'est monté au procureur directement. Il faut savoir aussi qu'un juge peut placer un enfant sans audience. C'est-à-dire, il reçoit l'évaluation de l'aide sociale à l'enfance. Il se dit, mon Dieu, il y a un danger terrible pour cet enfant de rester dans sa famille. Et il prononce ce qu'on appelle une OPP, une ordonnance de placement provisoire, sans même que les parents soient au courant. Et là, vous avez la force publique qui va venir chercher l'enfant au domicile ou à l'école, ou l'ASE. Si on craint que le parent soit récalcitrant, le l'ASE va se déplacer avec la gendarmerie ou la police. C'est des moments extrêmement durs. C'est génial quand on le sait à l'avance, parce que dans ce cas-là, moi, je dis aux parents d'emmener eux-mêmes leur enfant sur le lieu de placement. Pourquoi? Parce que ça montre en un qu'on n'est pas totalement récalcitrant et que surtout, c'est le choix de Sophie, hein. C'est surtout protéger l'enfant jusqu'au bout et lui éviter ce traumatisme énorme d'être arraché à sa famille et de prendre le temps de lui expliquer ce qui va se passer, etc. pour lui et de ne pas laisser faire à un étranger cela. Voilà. Mhm. Mais ensuite, quand l'enfant il est placé de cette façon brutale, en raison des éléments de danger qui sont censés être plus ou moins avérés, le juge est obligé de nous convoquer dans les 15 jours. Et là, évidemment, c'est branle-bas de combat pour préparer l'audience. Là, ça vient de m'arriver et j'ai une audience la semaine prochaine sur une OPP. Ok, merci. Alors, c'est pas une question, mais c'est un petit témoignage et je pense que c'est important de le souligner aussi. Le Centre de ressources autisme Rhône-Alpes signale qu'ils ont fréquemment des demandes de formation de professionnels de l'aide sociale à l'enfance et qu'ils dispensent des formations à destination des pros. Donc, ça arrive, c'était pour continuer à y croire un petit peu. Eh bien, Et super, parce que le dossier ouais, que je vais défendre là, il est précisément dans le Rhône-Alpes et mon autre de placement aussi. En gros, dans le Rhône-Alpes, il y a un vrai problème. Donc, je suis ravie que enfin, euh, évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et encore une fois, moi, je peux attester que de ce que je vois. Et ce que je vois, c'est quand ça ne va pas. On n'appelle pas un avocat quand tout va bien, hein. bien sûr. Et j'ai pu rencontrer des éducateurs qui étaient pas forcément formés, mais intéressés et en tout cas bienveillants et qui considéraient d'eux-mêmes en fait que ce n'était pas leur place d'aider la famille parce qu'ils ne savaient pas faire. Et j'en ai vu des professionnels comme cela, mais parfois on se demande pourquoi ils sont acculés par leur chef de service
pour trouver le moyen pour proposer une AED ou autre, hein. Parce que vraiment, j'entends régulièrement en audience, il y a une part de l'enfant qui n'est pas autiste, quoi, et qui ne va pas en raison du lien qu'il entretient avec l'enfant. Sans preuve, sans rien. Enfin, pour moi, c'est lunaire tout ça. Mais qu'il se forme, de toute façon, ça devient presque une obligation légale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont sorties Oui. très récemment, et qu'il existe un paragraphe entier, je crois que c'est le paragraphe 9 que j'ai déjà fourni je ne sais combien de fois au juge des enfants depuis qu'il est sorti, où il est bien expliqué que l'ASE doit se former. Alors certes, les recommandations de la Haute Autorité de Santé ne sont pas opposables, il n'empêche qu'à un moment donné, on va pouvoir attaquer les professionnels de l'aide sociale à l'enfance en responsabilité professionnelle pour ne s'être pas formés et avoir fait n'importe quoi en termes de soins et d'accueil d'un enfant avec présentant un TSA. Tout à fait. Alors, une question autour des questions budgétaires. Comment font les familles précaires pour se défendre par manque de budget? Alors, il faut prendre un avocat commis d'office, de toute façon, donc via l'aide juridictionnelle. S'il n'est pas formé au TSA, etc., bah, faites-le, formez-le. Parce qu'un avocat, il a suffisamment d'intelligence, je pense, pour comprendre ce que c'est que le TSA. Apportez-lui des éléments, apportez-lui des recommandations de la Haute Autorité de Santé, apportez-lui des guides, notamment via Autisme France ou d'autres associations, etc., pour montrer ce que c'est. Et apprenez-lui. Alors évidemment, si l'avocat considère que parce qu'il va gagner 300 euros, ça va être, il va pas passer 10 heures sur votre dossier, vous pouvez aussi proposer à l'avocat en question, moi je le fais, voilà. Quand les gens n'ont pas de moyens, je leur demande de prendre un avocat à l'aide juridictionnelle et je m'entretiens avec l'avocat gratuitement pour essayer de le former un peu, en tout cas lui expliquer la vision que j'ai du dossier. Merci beaucoup. On a plusieurs questions sur une demande de précision, la différence entre un signalement et une IP. L'IP, elle est faite à la CRIP. C'est un document qu'on envoie au conseil départemental. Le signalement, c'est un document qu'on envoie directement au procureur. Et le procureur peut balancer soit ensuite à la juge des enfants ou au juge des enfants, soit à la cellule de recueil des informations préoccupantes pour qu'il y ait lieu la même évaluation que celle qui procède d'une IP. Merci. Lorsqu'une IP est combinée à une enquête à la gendarmerie avant, y a-t-il une priorité d'enquête? Est-ce que cela fait durer l'IP et donc passer les 3 mois? De toute façon, comme vous l'avez dit, les 3 mois, tout le monde s'en moque en vrai, hein. On les dépasse largement. Par contre, j'ai pas bien compris la question par rapport à l'enquête là. On a en enquête avant Oui, c'est ça. et de toute façon, il faut savoir quand on a une enquête pénale. Voilà, moi je vois bien le cas d'un père, par exemple. J'ai plusieurs exemples malheureusement comme ça. Pardon, messieurs, des pères qui frappent leur enfant. Ils n'ont pas la patience, ils considèrent que la problématique, c'est le modèle trop light d'éducation positive de la mère. Enfin, ça, on a l'habitude de le lire. Et on a des pères qui considèrent que leur enfant n'a rien et que c'est la mère qui invente des troubles, voire provoque des troubles chez l'enfant, parce que chez lui, il n'y a pas de manifestation de troubles. Alors, c'est facile d'expliquer, hein. L'enfant, il est en suradaptation, il est dans plein de masking chez son papa qui se fait une idée de son enfant comme s'il était totalement ordinaire. Et puis, c'est devant la maman que l'enfant décompense parce que c'est ça plus, que c'est là qu'il se sent bien. Et puis, il se permet de le faire. Voilà, c'est tout. Mais surtout, le père, il a la moitié des vacances et un week-end sur deux. Donc, il est moins dans des situations qui peuvent générer de la frustration chez l'enfant, notamment en termes de devoirs, etc. Et donc, il y a des pères qui peuvent être, là, j'en ai un, violent. Et l'enfant fait valoir le fait que son père le frappe, l'insulte, etc. Donc, la mère va aller porter plainte. Et sauf que si c'est une plainte à l'égard de l'enfant, forcément, l'aide sociale à l'enfant, ça va se mettre en œuvre, tout ça. Il va y avoir une évaluation qui va être faite, ou de la PJJ. La PJJ fait aussi des évaluations sociales qui ressemblent à celles de l'ASE. J'avoue que j'ai une petite préférence pour la PJJ parce qu'ils ont tellement l'habitude de voir des choses terribles. Et la PJJ, c'est la police, donc ils voient des éléments qui relèvent parfois de crimes. Que je les trouve beaucoup dans leur évaluation, beaucoup moins catastrophistes. Ils ne vont pas chercher forcément midi à 14 heures. Ils sont plus logiques, plus 1 plus 1 égale 2, quoi. Alors que pour l'ASE, pour moi, 1 plus 1 égale 2,00368 000 divisé de la racine carrée.
Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de me... Merci. À quel moment faut-il faire appel à un avocat? Est-il judicieux de se présenter avec un médiateur au premier rendez-vous? Alors, non. Moi, j'aime bien quand les gens m'appellent au moment de l'IP. Pourquoi? Parce que je peux les préparer derrière sur l'évaluation. D'accord? Euh, donc, il faut prendre conseil, mais pas forcément un avocat. Ça peut être une association, des gens qui connaissent un peu le système, en tout cas, pour accompagner, savoir comment réagir aux questions, quoi répondre, etc. Est-ce que je dois répondre à tout? Est-ce que si on me demande si j'ai encore des relations sexuelles avec mon mari, est-ce que ça rentre dans le cadre de l'évaluation? Est-ce que je peux refuser de répondre? Euh, vaut toujours mieux répondre, mais il y a quand même des limites. Voilà. À un moment donné, si ça dépasse trop, vous êtes aussi en droit de dire pardonnez-moi, mais là, on est dans une sphère totalement privée. Je vois pas en quoi ça peut servir une évaluation sociale. Euh, et donc, c'était quoi déjà? Ah bah zut, j'ai aussi perdu la question. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, j'étais sur une autre question et j'ai également perdu la question. Bon, bah, on va à l'autre, c'est pas grave. C'est peut-être moi qui débordais déjà avec la Non, non. question. On était déjà parti, on est vendredi quand même. Hein. Ben voilà, c'est ça. Et puis la chaleur. Non, non, mais J'ai j'ai bugué. j'ai trois Voilà. ventilos, moi. Pardon? Ah oui, est-ce qu'il faut Alors, faire appel à un médiateur? voilà, merci. L'avocat. Quand est-ce qu'on fait appel à un avocat? Est-ce qu'on doit avoir un médiateur au premier Non, rendez-vous? prenez pas de médiateur, surtout, allez-y comme vous êtes. Sinon, on va toujours considérer soit que vous êtes procédurier, soit que vous avez des choses à cacher. Et il faut surtout se montrer transparent. On rattrape après. Même si vous avez dit des bêtises, ça se rattrapera, c'est pas grave. Mais surtout, ne commencez pas comme ça, vous allez les bloquer direct et là, ça va être, on risque une évaluation à charge. Merci. Alors, lorsqu'il y a déjà eu une IP et que la famille est déjà suivie, que peut enclencher une nouvelle IP? Bah, rien, pas grand-chose. Sauf si l'IP, elle fait valoir des éléments bien supérieurs de danger. Là, bah, ça pourrait faire en sorte que l'ASE, du coup, demande une audience anticipée au juge des enfants pour demander un placement, par exemple. C'est ça. De toute façon, quand la mesure se déroule mal, hein, l'ASE peut demander une audience anticipée. Et ce qui est fou, c'est que eux, ils ont des facilités pour obtenir des audiences anticipées. Nous, représentants des familles, quand on demande une audience anticipée, on l'a rarement. Hein. Parfois, on répond même pas à notre courrier. Hein. Donc, on n'a pas tout à fait le même traitement, je dirais, en termes d'égalité, là. Oui, tout à fait. Alors, pour un enfant autiste accueilli en institut médico-éducatif, peut-on demander à un professionnel extérieur spécialisé en TSA d'intervenir au sein d'un IME en séance hebdo? L'IME est-il réceptif à ce type de demande? Alors, dans la mesure où vous avez signé un contrat, livret d'accueil, contrat de séjour avec un IME, vous êtes dépendant des modalités d'organisation de l'IME. Vous ne pouvez pas l'imposer. Par contre, rien ne vous empêche de négocier avec l'IME, notamment si l'IME s'avère être en difficulté ou déficitaire sur certains éléments de la prise en charge ou en difficulté dans la prise en charge. Présentez-le comme une aide, pas forcément pour votre enfant, mais pour l'IME aussi. Mais l'IME restera toujours en droit de le refuser. C'est bien ça. Moi, quand c'est comme ça, je demanderais plutôt une réduction du temps de présence à l'IME pour pouvoir emmener mon enfant moi-même dans une prise en charge en libéral si l'IME est récalcitrant. Néanmoins, un IME récalcitrant de ce point de vue-là, c'est-à-dire faire entrer un thérapeute ou un éduc-spé, enfin quelqu'un en tout cas qui a manifestement des connaissances qu'on ne trouve pas dans l'IME, ça m'ennuie. Enfin, ça m'ennuie quand un IME refuse, parce que je me demande toujours si, du coup, si quand on est fermé par devers soi, si on n'a pas peur d'avoir un témoin extérieur. Et ça sent la mauvaise prise en charge. Est-ce qu'un défaut de soin est un manquement pouvant être reproché aux parents et donc justifierait une mesure? Bien sûr. À partir du moment où un enfant a un diagnostic, on s'en rapporte aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et quand on a un enfant TSA, alors évidemment, tout dépend de son âge, parce qu'on a aussi des enfants qui ont eu une prise en charge dès petits.
Et puis à l'adolescence, il y a une espèce de ras-le-bol qui s'opère. Hein, on n'en peut plus. L'enfant n'est plus réceptif, en tout cas le jeune ado, il en a ras-le-bol. Ça fait 10 ans qu'il voit une psychologue, l'orthophoniste, on n'en peut plus. Et puis chacun de dire, oui, il faut quand même faut une pause thérapeutique. Si elle est justifiée par le fait que l'enfant n'est plus réceptif parce que ça fait trop longtemps que ça dure et qu'il est en surcharge totale, pour peu qu'il arrive encore à maintenir une scolarité, ça devient en trop. Bon, bah, le tout, c'est après, l'idéal, c'est de faire quand même des attestations professionnelles pour dire que c'est une fin de prise en charge concertée au vu de la situation de l'enfant. Et dans ce cas-là, a priori, on ne risque rien du tout. Toutes les personnes autistes n'ont pas besoin d'une prise en charge intensive, etc. Pas du tout. Et parfois aussi, il y a besoin de pause. Mais il faut le justifier. Et le parent tout seul, c'est délicat qu'il le justifie tout seul. Hmm. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Merci infiniment, Maître Janois, pour ce Je webinaire, vous en cet prie, c'est un exercice. plaisir toujours de parler, de dénoncer et de conseiller. C'est Mais un grand, grand, leitmotiv. grand merci. On a eu beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de remerciements dans le chat. Merci, consoeur, merci beaucoup. Enfin voilà, vous Bah, avez... courage à tous et même à mes consoeurs, du coup, confrères. Voilà, et n'hésitez pas à m'appeler si vous êtes en difficulté aussi et que si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Ah bah voilà, super. Ça faisait partie des questions. Merci beaucoup. Et puis on se permettra de relayer peut-être des questions aussi qu'on aura suite au webinaire. Ça En tout marche. cas, mille merci. Donc comme je vous le disais en introduction, le replay du webinaire sera disponible sur la page YouTube de la Maison de l'Autisme, ainsi que sur la plateforme e-learning campus du GNCRA. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à cette plateforme sur laquelle notamment il y a beaucoup de ressources, des modules de formation, mais aussi tous les replays de nos précédents webinaires. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire formation des proches aidants. Nous ne manquerons pas de communiquer sur les réseaux sur la prochaine thématique. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Et encore un grand merci à Sophie Janois pour votre présence. Au revoir, bonne journée.